This is the 22nd of September 1995. We're interviewing Charles Schulman, interviewed by Nathalie Redlu in Paris, France, in French. Nathalie Redlus, nous sommes le 22 septembre 1995. Je vais interviewer M. Charles Schulman. La langue de l'interview est le français. Je suis Charles Schulman, mais mon identité d'origine était Haskell Schulman, mais l'orthographe polonaise, S-Z-U-L-M-A-N. Je suis né le 11 avril 1931 à Irena, qui s'appelle aussi Dęblin, et qui s'appelle pour le juif Mojits. Vous pouvez m'expliquer ces différents noms On de arrête cette là. ville? Non. Irena, je ne sais pas. Entre Irena et Dęblin, je ne sais pas pour quelle raison administrative ça a changé de nom. Ce qui est certain, c'est que la base militaire, il y avait une très grande base, il y a toujours d'ailleurs, une grande base militaire, et particulièrement un aéroport militaire. C'est là que se trouve l'école des l'air polonaise, qui est l'équivalent de Salon de Provence. Ça s'appelle Dęblin. Et le village lui-même, enfin au départ c'était un village, mais c'est devenu une petite ville, enfin Stettel, s'appelle Irena. Pourquoi pour le juif c'est Mojits? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rabbin miraculeux, ce qu'on appelle un rebbe, qui s'appelle Mojits, qui avait une spécialité qui était la musique, et avec ses disciples. Mon grand-père paternel était un disciple. A créé donc cette dynastie qui existe toujours. Il y a un descendant en Israël qui se considère comme, enfin, il a toujours des disciples. Et voilà. Mais pourquoi le juif l'appelle Mojits, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire c'est en hommage au nom de ce rabbin? Non, probablement il doit y avoir une autre raison, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et officiellement, le nom de la ville officiellement, aujourd'hui? maintenant, c'est Irena. Il y a eu des moments où ça s'appelait Dęblin. Aujourd'hui, c'est Irena. D'accord, donc c'est dans cette ville que vous êtes né. C'est ça. Et comment se passait votre vie quotidienne alors, avant la guerre? Avant la guerre, j'étais encore très petit, hein, puisque au moment de l'éclatement de la guerre, j'avais 8 ans. Je suis né dans une famille, c'était donc un petit shtetl, où de 8000 habitants, dont la moitié étaient juives. Comme dans tous les shtetl, la communauté juive était très, très liée et très, enfin, sur le plan religieux, très, très forte. Mes grands-parents, aussi bien paternels que maternels, étaient très religieux. Mes parents, pour des raisons de réaction, parce que trop c'est trop, sont devenus, on peut même dire, pas seulement non religieux, mais presque anti-religieux. Et mon père et ma mère ne pratiquaient strictement pas. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Et la communauté juive se posait la question, comment on était encore juif. Je vous ai raconté tout à l'heure que mon père, qui était à l'origine horloger, mais qui avait un magasin d'horlogerie-bijouterie, et ça me mettait énormément en colère quand le bédo de la synagogue venait vendredi soir taper sur le volet de son magasin pour rappeler que c'est Shabbat. Parce que de toute façon, le magasin de mon père était ouvert samedi. J'allais à l'école primaire, donc j'ai fait 2 années d'école primaire avant la guerre. Au moment de la guerre, quand la guerre a éclaté, c'était les vacances, on devait rentrer à l'école. J'étais donc la première et la deuxième année de l'école élémentaire. En Pologne, la religion était obligatoire dans les écoles publiques. Et en tant que juifs, puisque nous étions quand même juifs, puisque
dans l'état civil polonais, même sur les passeports ou les cartes d'identité, on mettait la religion. Nous avions donc, les enfants juifs avaient un cours de religion juive. Mais je ne me souviens vraiment pas ce que j'ai appris à ce moment-là. Au moment donc de l'éclatement de la guerre, c'était la fin de nos vacances. On y reviendra un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos grands-parents en Pologne? Je n'ai pas connu mes grands-parents paternels parce qu'ils sont morts avant que je sois né, puisque je m'appelle comme mon grand-père. Mon prénom, c'est le prénom de mon grand-père, puisque chez nous, Ashkenaz, on ne peut pas s'appeler selon avoir le même prénom qu'un vivant. Mais comme il était mort, mes parents m'ont nommé d'après lui. C'est-à-dire Haskell. Haskell. C'est ça, mon grand-père s'appelait aussi Haskell Schulman. Ma grand-mère était également morte. Ma sœur s'appelle d'après elle, d'ailleurs. Son prénom, c'est son prénom. C'est Elena. C'est Chaya. Chaya. C'est ça. Qui en français devrait être traduit en Viviane plutôt, parce que Chaya c'est la vie, c'est Chay. Mais enfin, la traduction, parfois, ça fait des cheminements bizarres. Donc, mes grands-parents paternels, je ne les connais que parce que me racontaient mes parents. Qu'est-ce qu'ils vous en ont raconté? Mon père était quelqu'un de très sentimental. Sentimental, mais quand même avec la tête. J'ai une grande admiration pour mon grand-père. Et pour mon père et pour mon grand-père aussi. Et plus pour mon père, parce que je l'ai vraiment connu. J'ai passé une bonne partie de la guerre avec lui. Donc, quand même, ça laisse... Mon père était sentimentalement très, très attaché à sa mère qui est morte jeune d'un cancer. C'était une famille, une très grande, ils étaient très nombreux. Mon grand-père avait eu 2 femmes, puisque la première femme est décédée, donc il s'est remarié avec la deuxième qui est ma grand-mère. Et pour mon père, sa mère était vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible. Mon grand-père était un chassid, comme je vous ai dit au début, qui était un disciple de Modzitz Rebbe. Et c'était quelqu'un, d'après ce que me disait mon père, qui savait très bien ce qu'il voulait. Avant de décider quelque chose, il écoutait tout le monde, mais à la fin, c'est lui qui décidait. Je ne sais pas s'il faut que je vous raconte plus sur mes grands-parents, parce que d'autant plus que je n'ai pas vraiment de souvenirs, ce ne sont que des souvenirs de ce qu'on m'a dit. Et vos grands-parents maternels, vous les avez Mon connus? grand-parents maternels, je les ai connus, mais pas très bien, puisqu'ils étaient aussi très religieux. C'était pas des chassides, mais c'était quand même très religieux. Et comme à la maison, chez moi, nous n'étions pas cachers, nous mangions du porc, ils ne venaient pas à la maison. Quand je les rencontrais, c'était soit dans la rue, soit chez eux. C'était des gens humbles, très religieux, comme ça existait en Pologne. On n'entendait pas beaucoup parler d'eux. Et puis ils sont morts pendant la guerre. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que j'en parle. Les gens de la communauté disaient qu'ils ont été rappelés par les dieux parce qu'un soir en 1941, c'est-à-dire avant que les déportations aient commencé, ils se sont endormis chez eux et il y avait un poêle qui avait une mauvaise circulation d'air
qui a donc émis des gaz carboniques, et ils ne se sont pas réveillés. Le lendemain matin, on les a trouvés morts, les deux, dans leur lit. Quelle était votre langue maternelle à la maison? Ma langue maternelle était le polonais, bien que la langue de communication entre mon père et ma mère était le yiddish. Parce que c'est une nurse qui m'a élevé, qui était polonaise. Comment elle s'appelait, vous vous en souvenez? Oui, Józefa. Et c'était cette nurse, c'était une pauvre fille finalement, parce qu'elle s'est fait entraîner par les antisémites au moment de la guerre, et elle nous a quittés juste avant la guerre. Pour moi, ça a été un grand déchirement, parce que j'étais attaché à elle, parce que ma mère travaillait avec mon père dans le magasin. Elle a été tuée dans le premier bombardement, le deuxième jour de la guerre. Donc avec elle, vous parliez le polonais? C'est ça, c'était une polonaise non juive, comme vous avez dû comprendre. Et c'est avec elle que je parlais, et ma langue maternelle, à l'origine, c'était le polonais. Il se trouve que à ce moment-là, mes parents aussi me parlaient polonais, puisque je prenais quelques mots de yiddish, mais je ne parlais pas yiddish. J'ai appris le yiddish après. Votre mère vous parlait en polonais? Oui. Mais les deux parents parlaient entre yiddish? Entre eux, ils parlaient yiddish, oui. D'accord. Et vous avez appris le yiddish? J'ai appris le yiddish pendant la guerre, dans les camps, parce que là, leur langue véhiculaire, c'était le yiddish. Dans les camps où il n'y avait que des juifs, on ne parlait que les yiddish entre nous. Donc j'ai appris les yiddish, depuis j'ai appris aussi l'alphabet, j'ai appris à écrire et à lire, uniquement par curiosité. D'accord. Alors à l'école, comment ça se passait vos journées quand vous étiez un écolier? Je n'ai pas un souvenir très précis. Je n'ai pas un souvenir vraiment précis de l'école. Je ne sais pas. Dans cette petite ville? Dans cette petite ville, si vous voulez, vous savez, en Pologne, l'antisémitisme était extrême, même chez les enfants. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, personnellement, je n'ai pas ressenti un antisémitisme virulent contre moi, mais le fait qu'il ne frayait pas avec les enfants juifs. Bien que je n'étais pas religieux, je ne parlais pas yiddish, je n'allais pas au cheder. Je pense que vous savez ce que c'est le cheder, c'était l'école d'instruction religieuse. À l'école, on se retrouvait avec les enfants juifs, et non pas avec les enfants polonais non juifs, puisqu'ils ne fréquentaient pas les juifs, ils nous isolaient. Alors peut-être les juifs non plus ne souhaitaient pas fréquenter les non-juifs, je ne sais pas, mais enfin c'était comme ça. C'est-à-dire que vos camarades étaient des juifs? Mes camarades étaient des juifs. Et comment est-ce que vous avez senti l'antisémitisme, vous, alors à l'école? Personnellement, c'est uniquement par cette manifestation que les autres enfants ne me fréquentaient pas, parce que j'étais juif. Pour eux, j'étais juif, même si je ne pratiquais pas. Donc, tous mes camarades, c'était des juifs. Et mes parents n'étant pas religieux, comme je vous ai raconté, et que mon père travaillait le samedi, son magasin était ouvert samedi, les autres enfants se posaient la question si j'étais circoncis. Donc, quand j'allais faire pipi, ils allaient me guetter pour voir si j'étais circoncis. Je suis quand même circoncis. La seule chose peut-être qu'ils ont fait pour la religion, mes parents, c'est qu'ils m'ont circoncis. Et comment est-ce que vous ressentiez ça, au fond, à la fois cette discrimination et en même temps non-religion non-pratique religieuse dans votre famille? J'ai été quand même élevé dans une ambiance non religieuse, donc le fait que le reste de la communauté, c'était plus ou moins religieux, mais enfin c'était quand même fortement religieux, je n'ai pas ressenti particulièrement cette différence, et pas plus non plus que les autres enfants juifs ne parlaient pas bien polonais.
Parce qu'ils ont commencé par parler yiddish. Donc, leur polonais était quand même comme la plupart des juifs. Moi, je parlais polonais comme un polonais. C'était ma langue maternelle. Ça ne me dérangeait pas fréquenter les enfants juifs. C'est-à-dire que cette nurse s'occupait vraiment de C'est ça, vous c'est ça. tous les jours. Enfin, Ah oui, c'était... oui, tout à fait. Elle vivait chez nous. Enfin, Ah oui. Bien, je ne sais pas. Et alors que vous êtes resté 2 ans donc à l'école, Je suis resté 2 ans à l'école. Je me souviens très bien, avant l'éclatement. Non, je me souviens très bien des vacances. Beaucoup plus que. C'est assez étonnant. Je me souviens plus des vacances que de l'école. Ce qui s'est passé à l'école. Je ne me souviens pas des instituteurs, comment ils étaient. Je me souviens quand même la dame qui nous faisait l'instruction religieuse juive. Ça, je me souviens comment elle était. Elle nous terrorisait d'ailleurs, c'était une grosse femme qui, quand elle n'était pas contente, on l'entendait. Mais c'est la seule personne de corps enseignant dont je me souviens. vous vous rappelez de son nom? Non, je me rappelais, mais je ne me souviens plus, je ne sais pas. Vous savez, cette interview, si ça avait été fait il y a 10 ans, je me serais souvenu beaucoup plus que maintenant. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues entre-temps. Donc je vous disais, je me souviens très bien des vacances, particulièrement les vacances juste avant l'éclatement de la guerre. Nous louions tous les ans dans un lieu différent de là où nous habitions, où il y avait une très belle forêt de pins. En Pologne, il y a beaucoup de forêts de pins. Et c'était vraiment des vacances heureuses. Et on retrouvait d'autres familles comme ça qui louaient une villa et on était là. Mais les dernières vacances, on sentait quand même quelque chose qui allait se passer. C'était environ à quelle année là? Mais c'était en 1939. En 39. La guerre a éclaté le 1er septembre 1939. Donc si vous voulez, Donc juste l'été qui précédait. juste l'été qui précédait. Et de toute façon, il est évident que avant l'éclatement de la guerre, on sentait d'abord l'antisémitisme est devenu beaucoup plus virulent. Mais comment vous en avez vous-même été affecté? Les manifestations, personnellement, Oui. j'en ai pas souffert directement, comme je vous ai dit Oui. tout à l'heure, mais les cochers, à l'époque, en Pologne, c'était pas l'époque de l'automobile, c'était encore la période du cheval. Les cochers des fiacres, il y avait des juifs et il y avait des non-juifs. Ben, quelque temps avant la guerre, je ne peux pas vous dire de façon précise quand, on a fait mettre aux cochers polonais non-juifs sur leur casquette, parce qu'ils avaient un uniforme, une banderole cocher chrétien. Ça, c'est une des manifestations. Quelques mois avant, vraiment peu de temps avant l'éclatement de la guerre, mon père, qui avait ses grossistes à Varsovie, est revenu par le train de Varsovie. Varsovie n'était pas très loin, avec un œil au beurre noir. Mon père n'était pas un bagarreur, mais il a reçu des coups parce les Polonais non-juifs reconnaissaient les Juifs, ce qui n'est pas le cas des Français en général, ni des Allemands d'ailleurs. Il a reçu des coups parce qu'il était juif, par des types dans le train qui lui ont cassé la figure. Et alors ces dernières vacances avant la guerre, comment ça s'était déroulé? On sentait parce qu'on parlait quand même que la guerre, enfin, il se passait des choses. Il y a eu d'abord le problème de la Tchécoslovaquie, où le gouvernement polonais a eu une attitude vraiment impardonnable. Ils ont profité que les Allemands, que les nazis ont dépecé la Tchécoslovaquie pour prendre quelques bouts de terrain. Alors il y a eu une campagne, ça s'est passé en 1938, je crois. Il y a eu une campagne dans le pays
qui était partout, enfin, y compris dans notre petite ville, contre les Tchèques, mais à l'occasion, quand c'est contre, il y avait toujours contre les Juifs. Donc, il y a eu une accentuation de la propagande antisémite, pas forcément par les gouvernements, parce que c'était, mais probablement inspiré par le gouvernement. Et on sentait dans le pays qu'il allait se passer des choses. Et je me souviens enfin, mon père nous rejoignait pendant les dimanches, c'était pas très loin, et je me souviens les discussions qu'il avait avec les autres, que oui, ce sera la guerre, ce sera pas la guerre. Je me souviens d'ailleurs quelque chose qui était d'un des amis de mon père, qui disait il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la guerre. Alors quand la guerre a éclaté, il a dit mais c'est pas la guerre, c'est une agression de bandits. Je me demande s'il n'avait pas raison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous? Quand la guerre a éclaté? Oui. Quand la guerre a éclaté, le premier jour déjà, nous avons eu une alerte aérienne, parce que les avions allemands sont venus rôder au-dessus de notre ville, puisqu'il y avait un aéroport militaire très important, de même que l'école de l'air, enfin l'école de pilotes militaires polonais. Donc c'est déjà pas très agréable. On craignait les gaz aussi à ce moment-là. Parce qu'on ne savait pas si les Allemands allaient utiliser les gaz ou non. Donc c'était les masques à gaz, tout ça, c'était vraiment une ambiance, ça créait toute une ambiance. Le deuxième jour, nous avons été bombardés. Et c'est là que la nurse qui m'a élevé, qui a été tuée dans une tranchée, parce qu'elle a reçu un bout de bombe. Mais enfin, ils ont essentiellement bombardé l'aéroport. Donc pour vous, vous avez été tout de suite très affecté On par a la été immédiatement, perte de c'est ça. cette nurse qui a été tuée dans ces bombardements, si c'était elle qui vous élevait. C'était les deuxièmes jours. Les deuxièmes jours de la guerre, c'était le 2 septembre. Voilà, alors là, oui. Ça n'a pas duré bien longtemps avant qu'on voit les Allemands. Bien que nous, enfin mon père a tenté, donc il nous a pris, il s'est acheté, ou il a loué, je ne me souviens plus très bien, un cheval, oui. Et une charrette, et on est parti vers l'Est, avec une de mes tantes et ses 2 filles. Oui. Et on est parti, ensuite il a acheté un deuxième cheval, c'était tout un système folklorique, parce que mon père et ces genres d'animaux comme les chevaux, c'était pas tout à fait dans la culture juive. Hein. Un cheval qui était paresseux, l'autre qui était au contraire qui tirait. Et on est parti vers l'Est, et on est arrivé jusqu'au Bug, qui est une rivière en Pologne, qui a ensuite constitué la frontière entre l'Union soviétique et la partie de Pologne qui était occupée. Et on s'est arrêté là parce qu'on ne pouvait plus passer, les Allemands se rapprochaient. Donc on a décidé de faire demi-tour et on est rentré à Irena. C'est ça. On a rencontré les Allemands, parce qu'on ne les a pas vus tout de suite, on les a rencontrés à Lublin, parce qu'on est passé par Lublin, et c'est là qu'on a vu les premiers Allemands. Vous avez des images de ce moment-là? Non, c'est pas précis. Non. Non. Et à ce moment-là, donc, vous êtes resté dans votre ville? On est resté dans la ville. Et on a quand même eu tout de suite des brimades anti-juives, il y avait toutes sortes, pas en tant qu'enfants si vous voulez, mais les juifs étaient obligés de faire des travaux, d'aller arracher les mauvaises herbes dans les rues, les rues étaient pavées des pierres, entre les pierres il fallait arracher, enfin c'était uniquement pour créer l'ambiance, et je pense qu'ils faisaient arracher aux juifs les herbes qu'il y avait entre les pavés.
mais il n'y avait pas de ghetto. Là, nous sommes en 39-40, puisque la guerre a éclaté avec le... L'hiver était très rude hein, en 39-40. Hein. C'était, je ne sais pas si c'était dans toute l'Europe, mais enfin en Pologne, c'était très rude. Je me souviens, il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige, et ça n'a rien arrangé pour le sort des Juifs. Enfin, c'était le début. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après. Et nous étions encore, nous vivions dans les lieux où nous vivions avant-guerre, et on n'était pas à l'aise. Mais enfin, je pense que tout le monde sait que les Allemands avaient beaucoup de psychologie dans ce domaine, et ils ont fait ça progressivement, petit à petit. Et puis, en favorisant certaines catégories par rapport à d'autres, parmi les Juifs. Ça fait qu'on disait, ce sera toujours l'autre, ce ne sera pas moi. Enfin, il y avait des mesures générales aussi. Par exemple, les Juifs n'avaient plus le droit, nous n'allions pas à l'école. Les écoles étaient interdites aux Juifs. Ensuite, certaines écoles, enfin, particulièrement les lycées, étaient également fermés, y compris pour les non-juifs, hein, parce que les Polonais devaient devenir des esclaves de l'Empire germanique. Mais pour les Juifs, dès que nous étions occupés, les écoles étaient interdites aux Juifs, aux enfants juifs. Vous restiez à la Donc, maison. à la maison. Qu'est-ce que vous faisiez alors à ce moment-là? Bon, on jouait, vous savez, c'était quand même... C'est l'âge où on jouait encore. Hein. Mais j'ai ressenti très mal. Personnellement, j'ai gardé une sorte de jalousie des enfants non juifs qui allaient à l'école. Quand je les voyais aller à l'école, ça me faisait mal au cœur. Vraiment, ça me faisait mal au cœur. Et ça a été pendant toute la guerre. Là, quand je voyais des enfants aller à l'école et que je n'allais pas à l'école, c'était pour moi une frustration très profonde. C'était vraiment la chose que j'ai peut-être ressentie dans cette période-là, tout au moins le plus. Ok. De toute façon, je me suis arrêté. Ouais, ça tombe. In Paris, France. Alors, que s'est-il passé ensuite? Il y a eu diverses brimades contre les Juifs. Je n'ai pas les dates précises de ces mesures. Les Juifs n'avaient plus le droit d'avoir des fourrures. Bien sûr, la radio, pas question. Alors, bien sûr, on recevait des perquisitions, brutalement, la gendarmerie. C'était pas des SS, hein. C'était la Feldgendarmerie. Non, peut-être pas la Feldgendarmerie, c'était la gendarmerie tout court. Non, c'était la gendarmerie qui débarquait, qui retournait. Alors, en cherchant des fourrures, ils retournaient tout. Parce qu'on pouvait se demander comment pouvait-on planquer une fourrure dans un tiroir qui était petit. Et tout ce qui était retourné. Enfin, ils cherchaient de l'or, ils cherchaient, et puis c'était pour créer aussi l'ambiance, je pense. On avait aussi des perquisitions des SS qui débarquaient. Il n'y avait pas des SS stationnés dans la ville. Dans la ville, il y avait des gendarmes, il y avait aussi des feldgendarmes. Feldgendarmes, c'est des gendarmes dépendant probablement de l'armée. Je me souviens des perquisitions qu'il y a eu à la maison, en particulier. Oui. Où ils ont saccagé vraiment, sous prétexte de chercher des fourrures, de l'or, etc. En fait, de toute façon, on avait tout donné parce que mon père était très légaliste. Il voulait pas. Enfin, il a tout donné. Le reste, il a tellement bien caché pour qu'on puisse pas trouver.
parce que c'était décrété que c'était interdit. Je me souviens aussi, bien que c'est peut-être ma sœur, je ne sais pas si elle va se faire interviewer, ma sœur est vivante, il y avait un SS, Balafré. Ma sœur était jeune, elle était encore un enfant, elle a 3 ans de plus que moi, donc elle avait 11 ou 12 ans. Et mon père s'est interposé parce que ça frôlait, et heureusement on s'en est bien sorti. Ni mon père ni ma sœur n'en a pas souffert. Mais vraiment, on se demandait ce qu'il allait faire d'elle. Hein. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors peut-être elle va le raconter si elle se fait interviewer, mais c'est plutôt à elle qu'à moi. Mais je me souviens quand même de cette scène, de cette SS Balafré, grand, et puis SS, si vous voulez, c'est quand même pas... Il fallait voir ce que c'était un SS pendant la guerre. On tremblait devant un SS, plus que devant les autres. Il y a eu le décret que les Juifs devaient porter le brassard sur le bras droit, brassard blanc avec une étoile de David bleue, et non pas une étoile jaune comme dans la très grande majorité des pays occupés par les Allemands. En Pologne même, le gouvernement général, c'était un brassard, parce qu'il y avait une partie de la Pologne qui a été annexée à l'Allemagne, et là, il portait effectivement l'étoile jaune. Ça a duré, donc c'est toute la période avant que le quartier, on peut dire le quartier juif a été créé. Parce qu'au départ, ça n'a pas été un ghetto au départ. Ils ont créé un quartier juif, c'est-à-dire en fait, il fallait que les juifs allaient vivre dans ce quartier, tous les juifs, mais ce n'était pas fermé. Les quartiers juifs a dû être créés en fin 40 peut-être. Nous ne sommes pas allés dans les quartiers juifs, il y a eu quelques exceptions, dont mon père, pour des raisons dont j'ignore, je ne connais pas les raisons. Pourquoi une des familles juives qui a été autorisée de rester en dehors du quartier juif, c'était nous. Mais quand le ghetto a été créé, c'est-à-dire qu'on a fermé ce quartier, nous avons été amenés à déménager. Et donc nous sommes allés dans le ghetto. Mon père s'est débrouillé à avoir un appartement qui était juste à la limite, c'est-à-dire il y avait un côté qui donnait sur le ghetto, l'autre côté, mais qui était fermé, mais enfin on pouvait quand même l'ouvrir, donnait sur le quartier à rien. C'était une précaution qui n'a pas servi d'ailleurs. Mais il a pensé peut-être s'il y a quelque chose, on pourra toujours se débrouiller de sortir du ghetto comme ça. Ça n'a pas servi. J'ai oublié de dire avant le ghetto que nous avons accueilli un couple de juifs autrichiens, viennois, qui ont vécu chez nous dans l'appartement où nous vivions avant-guerre. Et les nazis ont amené une dizaine ou une vingtaine de familles juives de Vienne qu'ils ont installées dans notre ville. Et les juifs, la communauté juive, était tenue à les accueillir quelque part. Donc nous avons accueilli un couple chez nous. La femme n'a pas survécu. Le mari était vivant. Mon père est resté en contact avec lui même après la guerre. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est devenu. C'était probablement un des rares séfarades de Vienne. Ce gens-là s'appelait De Maillot. Je ne sais pas le prénom. Des gens charmants.
je reviens sur les ghettos. Pendant que nous étions dans le ghetto, nous étions une petite ville, une ville de 8000 habitants. C'était quand même pas aussi dur que dans les grandes villes. Et compte tenu de la proximité de Varsovie, nous recevions assez souvent des fuyards du ghetto de Varsovie. Dans un état, vraiment, c'est difficile à décrire, dans quel état, dû à la faim et à la saleté, probablement. Ils ont quand même réussi à s'enfuir. La communauté juive a essayé de les aider comme elle a pu, mais c'était vraiment... Il y en a beaucoup qui sont quand même morts après leur arrivée. Et c'est uniquement la faim et la saleté, surtout la faim, je pense. Ils étaient gonflés par la faim. C'est difficile à expliquer. Ils avaient des visages complètement défigurés. Ça m'a frappé vraiment. Donc nous vivions là, j'ai oublié peut-être de vous dire que pendant toute cette période, mon père nous a, enfin ma sœur et moi, fourni des possibilités d'avoir des cours particuliers pour ne pas perdre complètement les pieds sur le plan de l'enseignement. Enfin donc ça nous permet d'occuper, le reste du temps on jouait, on s'occupait, on écoutait quand même les informations, parce que malgré le fait que la radio était interdite, on arrivait à écouter. On bavardait beaucoup aussi de ce qui se passait, à Varsovie ou ailleurs. Qui est-ce qui venait faire l'enseignement à domicile C'était dans des le juifs. ghetto? C'était des juifs, des gens qui ont poussé leur, je vais dire études, mais enfin c'était pas vraiment d'études, un peu plus que nous, parce que nous étions vraiment, enfin c'est des gens qui avaient fait peut-être les débuts du lycée, enfin c'était pas des professeurs. Hein. Dans une petite ville comme ça, il n'y avait pas de professeurs juifs. Hein. Il y en avait peut-être, mais je n'en connais pas. Enfin, je ne me souviens pas en tout cas. Comment ça se passait dans le ghetto alors après? Dans le ghetto, je vous disais, c'était quand même relativement... On traversait du ghetto vers l'autre partie beaucoup plus... On ne risquait pas vraiment... Enfin, en général, on ne risquait pas sa vie. Parce que c'était gardé par la police, beaucoup plus par la police polonaise et la police, ceux qui faisaient office de police juive. Je ne sais pas si vous savez qu'il y avait une police juive. Et donc ça s'arrangeait, tout le monde se connaissait, si vous voulez, donc, y compris avec les Polonais. Tout le monde se connaissait, puis contre un peu d'argent, et puis les dangers n'étaient pas traversés. Le danger, c'était de ne pas se faire attraper par un enfant non juif qui reconnaissait, il reconnaissait les juifs et qui disait Jude, Jude, et dès qu'il y avait un Allemand, il signalait que c'était un juif. Est-ce que cela vous est arrivé? Non, moi je ne suis pas sorti du ghetto, mais c'est arrivé à des gens qui ont été d'ailleurs qui ont disparu. Parce que je parle même pas les adultes certainement aussi, mais ce qui était frappant, c'est les enfants. Les enfants qui signalaient aux Allemands qui étaient juifs. Parce que les Allemands étaient incapables de reconnaître les juifs. Parce que, vous savez, les juifs, on avait l'impression aujourd'hui que c'était les immigrés nord-africains. Parce que le fait de se sentir d'une certaine façon, habillé d'une certaine façon, on est différent. Parce que quand on voit aujourd'hui en Israël les juifs d'origine polonaise, ils n'ont pas l'air d'être juifs. Ils ne sont pas forcément basanés et bronzés. Moi, bien que je suis polonais, j'en ai l'impression que je suis d'origine nord-africaine. Mais beaucoup de juifs polonais, quand on les regarde aujourd'hui, ils sont très slaves. Et malgré cela, les enfants polonais arrivaient à les sentir, à les reconnaître.
Je pense que c'est la tenue, le fait, la peur, c'est probablement ça. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, nous avons été parmi les premiers dans les déportations, apparemment. On le sait aujourd'hui. Nous avons eu droit à une première action, qu'on appelle action, c'est-à-dire on prenait les juifs. Donc il fallait que tous les juifs aillent sur la place du marché. Et les SS sont arrivés. Alors on disait qu'on allait regrouper les juifs dans un endroit où ils sont entre eux, ils seront protégés, comme ça ils vont travailler, pas de problème. Mais en fait, ils ont pris, sur les 4000 juifs, ils ont pris 2000 juifs. Je vous dirai dans 2 secondes ce que nous avons fait. Et ils ont pris donc 2000 juifs, ils les ont mis dans ils ont transportés à travers la rue principale de la ville. Je vous parle parce que je les ai vus, nous étions cachés. Je vous dis dans 2 secondes ce que nous avons fait. Mais par un trou de fenêtre, on les a vus passer, on les a transportés à la gare qui est à quelques kilomètres de la ville, et on les a mis donc dans des wagons, et on l'a su après, mais on l'a su assez vite, sans savoir ce que ça voulait dire. Ils sont allés à Sobibor. Parce que mon père, dans la première action, il a perdu une sœur. Je pense que c'est une seule sœur. La deuxième sœur, ça. Oui. Vous rappelez le nom de cette personne? Oui. Il a perdu une sœur et 2 de ses enfants. Comment s'appelait-il? Il s'appelait. On peut interrompre là, non? Parce que pour être certain Si vous, bon, si je vous vais chercher mon. Non, c'est vous pouvez le dire. Broucha, c'est Bracha. Oui. C'est le prénom de sa sœur. Et les 2 filles qu'elle avait, c'était. J'ai un trou de mémoire. Oui. J'ai un trou de mémoire, mais je peux le retrouver. Et donc, elles sont parties dans cette action parce qu'elles ont eu peur. Elles ne voulaient pas venir se cacher avec nous chez les Polonais. Nous étions cachés, c'est-à-dire mes parents et ma sœur et moi-même, nous étions cachés chez des Polonais non juifs pour de l'argent. Ma tante et mes 2 cousines, surtout ma tante, ne voulaient pas faire confiance aux Polonais. Donc elle est partie. Elle a été donc gazée à Sobibor. Comment on a su qu'ils sont allés à Sobibor? Mon père, qui était très famille, a essayé, il a retrouvé le cheminot qui a amené le train à Sobibor. Donc, il lui a donné de l'argent, il a dit, si vous retournez, vous retournez-y et dites-moi ce qu'ils deviennent là-dedans. Il a pris l'argent, je ne sais pas s'il y est allé, mais il a dit, j'ai pas pu voir ce qu'ils deviennent. Mais il les a amenés à Sobibor, ça c'est certain. Ça s'est passé le 5 ou le 6 mai 1942. Donc si vous voyez, c'est tout au début, je ne sais pas exactement quand ont commencé les exterminations en masse, mais c'est probablement tout au début. D'ailleurs, dans notre région, nous dépendions des Lublin, sévissait un très grand criminel nazi qui est connu, qui s'appelle Globocnik, SS, et c'est lui qui a commandé toutes ces actions. On l'a su après. Donc, nous, après qu'on était cachés, nous sommes restés cachés un seul jour. Comme les ghettos a remarché,
nous sommes ressortis. Et le lendemain, ou quelques jours après, je ne me souviens pas exactement, les Allemands ont amené 2000 Juifs de Slovaquie. À la place, on se demande pourquoi ils les ont fait transiter par la Pologne, parce que finalement, ils ont été quand même exterminés après. Ils ont amené des Slovaquies, d'une ville qui s'appelle Prešov, je crois. Alors, bien sûr, on les a accueillis, mais enfin, c'est quand même différent, les Slovaques et les Polonais. En plus, qu'ils parlaient beaucoup plus hongrois, parce que c'était à la limite de la Slovaquie et de la Hongrie, que c'est quand même des cultures différentes. Mais enfin, ça s'est plus ou moins intégré. Jusqu'en la deuxième action, qui a eu lieu en octobre, je crois que c'est le 28 octobre 1942, où ils ont pris... Alors, la deuxième action est intéressante à en parler, et je me souviens très bien. Mon père avait été alerté, mon père connaissait beaucoup de monde, a été alerté qu'il se préparait quelque chose. Je me souviens, je pense, c'est peut-être un Allemand même qui l'a prévenu. Donc on a commencé, il est allé prévenir sa famille qu'il fallait, il y avait un camp de travail pas dans la ville même, mais enfin dans la partie militaire de la ville, à Demblin. Donc la partie militaire s'appelle Demblin, la partie civile s'appelle Irena. Et dans ce cas, ces camps de travail fonctionnaient avant, pendant qu'il y a eu les ghettos. Les Allemands, ces camps dépendaient de la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande. Pendant ce temps-là, ils ont pris des jeunes gens, des jeunes filles, pour travailler. Mais il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de raison de mettre des familles. Mais mon père avait arrangé qu'en cas de problème, nous pourrions être accueillis dans ce camp. Donc, il y en a eu d'autres qui sont allés comme ça après. Donc quand il a été alerté qu'il allait se passer quelque chose, il a alerté une autre de ses sœurs, il y avait aussi sa famille, son mari et son fils, et une troisième sœur avec son mari et ses deux enfants. Donc nous sommes partis à courir vers ces camps. J'ai oublié de vous dire que pendant cette période, j'ai été très malade. J'étais très malade. J'ai eu une série de maladies qui étaient courantes à l'époque. J'ai eu, je ne sais pas en français si ça se dit typhus ou fièvre typhoïde. J'ai eu d'abord c'est quelque chose qui est, oui, dû au pouls, qui est transmis par le pouls. Ensuite, j'ai eu une inflammation des articulations généralisée, ça fait que je ne pouvais pas marcher. Et puis ensuite, j'ai eu une jaunisse. Il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Et quand nous courions vers ces camps qui étaient l'endroit où on allait se sauver, où on allait être sauvé, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas courir. Et je me souviens, mon père m'a pris sur son dos, il n'était pas bien fort pourtant, et il courait avec moi sur le dos vers ces lieux de... Sa sœur, sa première sœur, courait derrière, son mari et son fils également. La troisième sœur n'a pas voulu venir, ils sont restés dans la ville. On a entendu un coup de pistolet, enfin un coup de feu. Nous venions de traverser l'enceinte et c'était ma tante qui est tombée, qui était tuée par un gendarme.
son mari et son fils ont pu passer. Nous avons donc traversé, c'était pas vraiment encore les camps, c'était l'endroit où on travaillait, parce que les camps étaient un endroit et on travaillait à un autre endroit, enfin tout au moins une partie des gens travaillaient dans cet endroit-là. C'était un endroit agricole, une sorte de colonie agricole tenue par l'armée de l'air allemande. Pourquoi c'est intéressant, la deuxième action, c'est qu'elle n'a pas été faite par des SS. Cette action a été faite par l'armée de l'air, par la Luftwaffe. Il y avait peut-être au-dessus quelques SS, mais sur le terrain, les rassemblements faits, et pas seulement les rassemblements, les massacres, parce que parmi les 4000 juifs qui avaient de nouveau, puisqu'ils ont remis 2000 juifs slovaques, ils ont laissé à peu près, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, de l'ordre de 200 morts. La Luftwaffe, femmes et enfants compris. Dès qu'ils ne marchaient pas, les gens ne sortaient pas de chez eux assez vite, à leur goût, on tuait. Je crois que maintenant, les gens prennent conscience qu'il n'y avait pas que les SS, que c'était l'ensemble, on peut dire, du peuple allemand, parce que l'armée, c'est le peuple allemand, qui a participé à des crimes contre l'humanité. Je crois on prend de plus en plus conscience, puisque je crois qu'à Berlin, il y a même eu une exposition récemment là-dessus. Les Allemands en prennent conscience maintenant. C'est pour ça que je voulais quand même souligner que ce n'était pas les SS. La première action, c'était les SS qui l'ont fait. Mais la deuxième, c'était la Luftwaffe. Et je me souviens, après, quand on était dans le camp, moi, dans le camp, j'ai travaillé, quand j'étais jeune, je m'occupais, c'est très, très, très drôle, j'ai travaillé avec un autre camarade de la ville. Le reste, c'était des travailleurs polonais civils, enfin non prisonniers. Et dans une lapinerie, il y avait, je crois, 2000 lapins, enfin à peu près 2000 lapins angora, blancs. Les Allemands, enfin l'armée de l'air allemande s'en servait, ils les rasaient de temps en temps de poils pour faire des vêtements. Donc je m'occupais d'enlever les saletés de ces lapins, de leur donner à manger. Enfin, mais c'était quand même très organisé. Chaque lapin, on connaissait, il y avait un dossier, on connaissait ce qui était son père, sa mère. Ils étaient tatoués ils avaient des numéros dans les oreilles. Et c'était vraiment. C'était finalement, si vous voulez, c'était une situation dramatique, mais c'était quand même une expérience intéressante pour un jeune comme moi d'élever, en fait, à grande échelle, des animaux. Et je me souviens à un moment donné, c'est pour ça que je suis venu à cela, parce que les souvenirs viennent en parlant. Hein. À un moment donné, on s'est reposé à côté, on était couché dans une grange, à côté d'un soldat allemand de l'armée, de l'air. Et on discutait pourquoi les Allemands, ses collègues à lui, peut-être lui-même, tuaient des Juifs. Et il disait, mais c'est normal, vous êtes des ennemis de Reich allemand. Je dis, mais enfin, les enfants sont des ennemis. Il était convaincu qu'on était vraiment des ennemis. C'est quand même curieux. Curieux comme ils ont été endoctrinés. C'était un type qui n'était pas méchant comme ça. Hein. Que s'est-il passé ensuite? Nous sommes restés longtemps dans ce camp. C'était un camp relativement clément, on peut dire. Parce qu'on ne souffrait pas de faim. On ne peut pas dire qu'on souffrait de faim.
les familles avaient des possibilités, c'était pas vraiment des chambres. Mais enfin, on arrangeait à l'intérieur des baraques les choses de telle façon qu'on puisse s'isoler dans la famille. Et puis, apparemment, les autorités, enfin l'armée, les toléraient. Le camp s'est trouvé à quelques kilomètres de l'endroit où nous travaillions. Et tous les matins, hiver ou été, il fallait marcher, sous surveillance bien sûr militaire, jusqu'au lieu de travail. C'était une épreuve, surtout en hiver, si vous voulez. Puis il fallait marcher, il ne fallait pas traîner. Alors, on ne peut pas dire qu'on tuait quand quelqu'un traînait, c'était clément quand même. Mais enfin, c'était quand même pas... On se faisait... Les Allemands, quand ils criaient, la langue allemande s'est prête à crier d'une façon particulièrement impressionnante. Hein. J'ai l'impression que c'est plus que le français ou l'anglais. Hein. C'est l'impression que je donne. Ça m'est arrivé après la guerre, enfin, récemment même, me fâcher en allemand, parce que c'était scandaleux, ça m'est arrivé en allant à Leipzig, encore sous la RDA, et puis j'arrivais pas, c'était absurde. À la frontière, j'ai tourné en rond, ils voulaient pas, j'avais tous les papiers, mais il fallait un cachet d'un autre cachet, c'était complètement, avec la queue partout. À la fin, j'ai poussé, vraiment, j'ai gueulé comme un Allemand. Et ça, c'est immédiatement, j'ai obtenu ce que je voulais. Hein. Mais vraiment, c'est une langue qui se prête à gueuler. Et quand les soldats allemands gueulaient, c'était très impressionnant, même si on savait qu'ils ne tuaient pas. Paris, France. L'événement qui s'est passé, je ne sais pas exactement quand, dans le camp, et qui m'a beaucoup marqué, c'était lorsqu'un groupe de jeunes gens et jeunes filles, je me considère comme enfant à l'époque. Hein. Vous aviez une dizaine d'années? C'est ça. On volait sur l'aéroport, sur les avions, des mitraillettes, et qui s'enfuient du camp, pour probablement essayer de rejoindre la résistance. Malheureusement, après, il y en a ceux qui n'ont pas survécu. Parce que soit que les paysans polonais, soit que la résistance polonaise les ont tués, mais enfin, il n'y en a pas un seul qui a survécu. Mais c'est pas ça. Ce qui m'a frappé, c'est les représailles. Les Allemands, je pense que c'était la Luftwaffe toujours. Je ne pense pas que la Gestapo ou les SS soient intervenus. Nous dépendions des SS, mais la vie quotidienne était avec l'armée. On prit 10 personnes qui n'avaient rien à voir avec cette affaire-là, et puis ils les ont pendus en public. C'est la première fois que je voyais une opération, enfin la première fois. C'est quand même pas courant de voir pendre des gens. C'est une épreuve. C'est quelque chose qui vous marque pour la vie. En plus, c'était des innocents. Dans la mesure où on peut dire que les autres étaient coupables. Enfin, au vu des Allemands, les autres étaient coupables. Ils sont partis. Ils ont pris des armes sur des avions. Ça, c'était un événement qui m'a, quand même, vu l'âge, et peut-être même plus tard, ça doit toucher. Et puis, un autre événement d'une nature très différente. Dans les Viennois dont je vous ai parlé, dans les Viennois, d'abord, on peut penser aujourd'hui
que les Allemands les ont amenés avec une volonté bien... c'était dans un but bien précis. C'était pour pouvoir encadrer justement ces camps après. Le commandant de ce camp-là était un Viennois. Il a survécu. Les gens qui ont survécu ont beaucoup de griefs à lui faire. Il se trouve qu'après la guerre, il était même président de la communauté juive de Vienne. Alors peut-être sa version est différente. Enfin, moi je connais les griefs qui ont été faits depuis. Mais c'est pas ça qui m'a... Parmi eux, il y avait un juif qui était demi-juif. Je me souviens comment il s'appelait. Il s'appelait Grossman. Quand son frère est venu le voir en uniforme de l'armée allemande, parce que c'était un demi-juif, lui était déporté en tant que juif, et son frère était considéré comme allemand, et qui était dans l'armée allemande. C'est quand même curieux. Quand on voyait... Je me souviens, dans le camp, deux personnes, c'est curieux. Je me souviens aussi qu'on a côtoyé des juifs hongrois en armée, en uniforme, de l'armée hongroise, parce que nous avions des soldats hongrois. Nous étions prisonniers et ces juifs-là étaient dans un uniforme considéré par nous comme des nazis. Ces gens-là ont été ensuite ramenés en Hongrie, démobilisés et envoyés à Auschwitz. Mais c'est quand même curieux. Je crois qu'ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient pas le droit de porter les armes, les juifs. Mais c'était quand même soldats. Alors, nous filons au cours donc des 42, 43, début 44. Les Russes, l'armée soviétique, commence à se rapprocher. Qu'allons-nous devenir? On se pose une question. C'est en cela d'ailleurs qu'on faisait des reproches à ces commandants de notre camp, le juif viennois. Mais aujourd'hui, avec la distance, je ne sais pas s'il faut lui faire des reproches. Il a fait des négociations pour qu'on nous transfère dans un camp plus à l'ouest. Finalement, c'était peut-être, il a cru peut-être bien faire. Hein. Et on a expédié, je ne sais pas exactement quand, un premier transport des gens, avec aussi, il y avait un certain nombre d'enfants. Il y avait même pas mal d'enfants, on verra tout à l'heure les photos. Je ne me souviens pas très bien le nombre d'enfants que nous étions mais dans ce camp, mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'enfants. Et dans ce premier départ, il y a eu aussi des enfants. Il a choisi ces gens-là selon des critères à lui. Parmi ces gens-là, il y avait une de mes cousines, côté maternel. Elle avait une petite fille, de 3 ou 4 ans. Son mari avait été déporté lors de la première déportation. Elle est partie. Et les enfants arrivés à Częstochowa, parce que ça s'est retrouvé tout de suite après à Częstochowa, les enfants étaient regroupés, on les a mis dans un trou, la terre, et à la grenade. Sa petite fille a été tuée. Je vous parle, c'était ma petite cousine. Et il y en avait comme ça quelques dizaines, je ne sais pas combien exactement, 20 ou 30. Est-ce que vous vous rappelez des noms de cette famille? Je me souviens du nom de ma cousine, je ne me souviens pas du nom de la petite. Oui. Ma cousine est toujours vivante, elle est à New York, elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants, elle a 2 fils, ils sont entièrement américains, nés à New York. Ma cousine s'appelle Chaya, et des noms de famille, son nom de famille de jeune fille, c'est Zilberberg, elle s'appelle autrement maintenant puisqu'elle s'est remariée.
Alors vous pouvez imaginer, nous ne savions pas ça. Nous ne savions pas que les enfants étaient tués. Ensuite, nous avons tout le camp, les Russes se sont approchés de plus en plus, nous avons été mis sur des wagons, c'était en été, c'était le 24 juin 1944, sur des wagons à plateforme, c'est-à-dire ouverts, et avec un soldat de l'armée de l'air dessus. C'était quelques jours après l'attentat contre Hitler qui a eu lieu à Berlin. On le savait. On disait qu'il était mort et que c'était fini. Le soldat de l'armée de l'air qui était avec nous était un type très gentil. Il n'avait rien à faire des Allemands. C'était pas un Allemand, c'était un Luxembourgeois. Un Luxembourgeois qui était enrôlé de force, puisque le Luxembourg avait été annexé à l'Allemagne. Et il disait, si vous voulez partir, partez. Seulement, quelques jours avant que le camp ait été évacué, il y a eu des jeunes gens et des jeunes filles qui sont partis. Ils ont été tous tués à coups de pierre par des paysans polonais. Donc on avait peur de s'enfuir, de se retrouver, de se faire tuer par les paysans polonais. Et puis on disait, par ailleurs, l'Allemagne c'est fini. Hitler est mort, c'est fini, c'est une question de jours maintenant. Et on nous a donc amenés dans ces camps à Częstochowa, qui n'était plus un camp dépendant de l'armée de l'air, enfin, qui était géré par l'armée de l'air. C'était là un camp de travail toujours, et c'était une usine d'armement. Nous fabriquions dans cette usine des pointes des balles de fusil. Et on est arrivé dans cette... alors il y avait une certaine sélection, parce que c'était dans ce cas-là ou dans d'autres. Enfin, c'est là qu'on savait déjà que les enfants avaient été tués. Donc vous voyez le drame. Finalement, mon père a réussi, il était très, très débrouillard, mon père. Il a réussi à faire valoir qu'il était horloger, etc. Donc on a pu aller dans le bon, soi-disant bon camp, ce qu'on croyait être un bon camp. Et puis, c'était infernal pour dormir dans ce camp. Parce que des puces, il y avait des millions ou peut-être des milliards de puces. On ne pouvait pas dormir. Quand on ressortait après la nuit, on était complètement avec des points rouges. Alors dans ce camp, moi j'ai travaillé sur un tour revolver, c'est un tour automatique. Il était plus grand que moi. Mais travailler là-dessus, c'est pas difficile, si vous voulez. Il s'agit juste de faire des gestes automatiques. Ce qui était difficile pour moi, c'était de rester comme ça debout toute la journée, à faire des gestes. J'ai réussi, je pense que c'est toujours mon père qui a débrouillé ça, de devenir garçon de course d'un contremaître allemand. C'est une usine qui appartenait à ce qu'ils appelaient un concern, je crois, Hassack, qui, je crois, appartenait à la famille de Göring. C'est quand c'était l'usine Warta, Częstochowa Warta, parce qu'il y a plusieurs camps à Częstochowa, et j'ai pu donc devenir garçon de course de cette contremaître, qui était membre du parti nazi, mais qui n'était pas bien méchant. Il fallait qu'il passe sa vie. Au lieu d'aller sur le front, il était là. La plupart du temps, je dormais dans un placard. Ça me permettait de récupérer la nuit. On ne pouvait pas dormir. On ne pouvait pas dormir à cause des puces. C'était infernal, ces puces. Infernal. Ça a l'air bête, mais c'est vraiment... Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça veut dire quand c'est une torture. Hein. Mais c'était inimaginable, ces puces. Hein. Inimaginable.
Donc ça a été du mois d'octobre, non, du mois de juin 42 jusqu'au début janvier. 44, vous voulez dire. Qu'est-ce que j'ai dit? 44, oui. Jusqu'au début janvier, je crois que c'est le 15 janvier 45, où de nouveau l'armée soviétique s'est mise à bouger, puisqu'ils sont arrêtés à la Vistule à cause de la révolte, de l'insurrection de Varsovie. C'était les opérations de Staline qui ne voulaient pas que ce soit un gouvernement non communiste qui s'installe à Varsovie. Il a donc attendu qu'ils soient exterminés par les Allemands pour bouger. Donc il a bougé de nouveau vers la fin d'année et ils se sont rapprochés donc de Czestochowa. Et à ce moment-là, les nazis nous ont pris. Ils ont réussi à prendre une partie des gens. Là, nous étions toujours toute la famille. Mes parents, ma mère, ma sœur et mon père étaient là. Ils ont réussi à prendre, je crois, seulement des hommes. Je crois. Et donc, ils nous ont embarqués, mon père et moi. Je me souviens, les adieux de mon père avec ma mère, c'était dramatique. Ma mère et ma sœur sont restées dans ce camp. Et on nous a mis dans des wagons plombés, enfin, un bestiau plombé, et avec des gardes. C'est quoi des wagons plombés? C'était des wagons à bestiaux qui étaient fermés avec des plombs, comme de marchandises. Mais il y avait quand même des gardes qui n'étaient pas des Allemands, c'était soit des Ukrainiens, soit des Russes, on ne sait pas très bien, ou des Tartares. Enfin, ils avaient un uniforme à eux, puis ils parlaient une langue slave. Hein. Et on nous transporte à travers. Ça a duré quelques jours. On s'est demandé où on allait aboutir. Puis jusqu'au jour, un matin très tôt, après une nuit, ça s'arrête. Il y avait de la neige. On s'est demandé par les petits endroits où on voyait, les gens demandaient où on est. On est à Buchenwald. Bon. Le Buchenwald avait une réputation beaucoup plus dure que ça n'a été en fait en réalité. Donc après, c'est devenu beaucoup plus dur. Et nous sommes donc arrivés à Buchenwald, sans savoir exactement ce que c'était Buchenwald, mais avec mauvaise réputation. Vous voyez que c'est un camp d'extermination, en fait c'est un camp de concentration. Et toute la nuit, toute la journée, à attendre devant le bain et un four crématoire qui fume. On ne sait pas, on voyait rentrer les gens, mais on ne voyait pas comment ils sortaient. En fait, ils sortaient très bien, mais on ne le savait pas. Qu'est-ce que vous imaginez? On savait ce qui se passait à Auschwitz ou ailleurs. On savait déjà à ce moment-là, on savait très bien ce qui s'est passé à Sobibor, très bien à Treblinka, et donc si vous voulez, on imaginait vraiment les choses, vous pouvez imaginer dans quelle ambiance on était là. Puis finalement, on est rentré, on passe, on déshabille, on passe à la toilette, rasage complet, la tête, pas seulement la tête, désinfection, c'était vraiment, c'est une expérience aussi. Et d'autres vêtements. Moi, j'ai pas eu de vêtements rayés, parce qu'il ne devait pas en avoir pour les enfants. Donc j'ai eu des vêtements, mais des vêtements folkloriques. J'avais un chapeau vert à plumes. On était comme déguisés. Et j'étais toujours avec mon père là. Et on débarque dans un bloc, enfin une baraque. C'était la nuit, parce que le temps qu'on... Là-dedans, je me souviens, il y avait un énorme Russe. Pour moi, des moments où ça parlait slave, je ne sais pas faire la distinction entre les Russes, les Ukrainiens et autres. Un énorme Russe avec une planche dans la main et qui se met à gueuler avec sa planche en tapant. En fait, le type était extraordinaire, il était très bon. Mais c'était pour faire la police en disant ici on ne vole pas. Ici C'était dans le bon sens. Mais vous pouvez quand même imaginer après une journée ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. Quand on débarque dans une baraque, un type qui gueule comme ça, on était terrorisés, vraiment terrorisés.
Donc on nous met sur des planches. Enfin, vous avez certainement vu des photos. Et on se couche. C'était la baraque, c'était le numéro 62, je me souviens très bien, c'était les petits camps. Les petits camps, à l'origine, c'était le camp de transition. Ensuite, les petits camps s'est transformé au camp des juifs. Il y avait beaucoup de juifs parce que c'est devenu beaucoup plus dur là-dedans. Donc il y avait des juifs dans les grands camps aussi. Et puis de temps en temps, alors tous les jours appel, bien sûr. Un appel, les SS venaient, comptaient. Il suffisait que dans le camp, on était plus de 100 000 dans le camp, où ils se soient trompés. On attendait le temps qu'il fallait, y compris en hiver, c'est un peu en altitude, donc il faisait froid. On n'était pas bien habillé avec ça. C'était vraiment l'appel pour que les derniers décomptes donnent les chiffres à une unité près. On mangeait déjà pas beaucoup. Enfin, ce qui s'est passé plus tard, c'était le festin par rapport à ce qui s'est passé plus tard. Mais c'était par rapport à ce qu'on a connu avant. Je n'ai pas connu, on peut dire, la faim jusqu'à Buchenwald. Parce que dans tous ces camps d'Emblin, on mangeait vraiment à sa faim. À Częstochowa, pratiquement à sa faim. Mais à Buchenwald, c'était la ration. Mais là, on servait quand même encore la ration dans la baraque, au milieu de la nuit. À 4 heures du matin, c'était des heures comme ça. Il n'y avait pas d'heure précise, mais à 4 heures du matin, réveil, café. Et on vous donnait la ration pour la journée, la ration du pain pour la journée. Enfin, on ne donnait pas la ration, il donnait un pain pour, je dirais, 6 personnes ou 8 personnes. Je ne me souviens plus très bien au départ combien c'était, parce que c'était devenu de plus en plus de personnes pour le même morceau de pain. Enfin, et puis il y a aussi la toilette au milieu de la nuit, comme ça. Et puis les toilettes, c'était pas dans la baraque, c'était une baraque spéciale où il y avait les latrines. Vous voyez ce que ça veut dire? Et j'ai vu des photos là, quand j'étais à Buchenwald au début de cette année. Et ça m'a rappelé. Les latrines, c'était l'endroit où on causait. Chez les Romains, paraît-il, c'était comme ça aussi. C'était l'endroit où on se retrouvait. Et puis on se lavait aussi, il fallait se laver. Mais c'était en hiver, se laver dans un froid. C'est la plupart des gens, il y en a beaucoup qui sont morts. Ils sont morts d'une part de malnutrition et d'autre part des conditions dans lesquelles c'était. Mais enfin, c'était relativement convenable, on peut dire, au début par rapport à ce que c'est devenu après. En fait, très vite, ça s'est dégradé. C'est-à-dire? Non, ça s'est dégradé parce que si vous voulez, l'Allemagne, la partie nazie est devenue de plus en plus petite, donc ils ont rapatrié de plus en plus des prisonniers des autres camps, donc y compris d'Auschwitz. Les gens d'Auschwitz sont arrivés chez nous, enfin des Groß-Rosen, enfin d'autres camps. Alors, il n'y avait plus assez manger, il y avait plus d'endroits, enfin, ils ont resserré, il fallait dormir de plus en plus sur un espace de plus en plus petit. Et puis c'était vraiment infernal. Je me souviens aussi l'arrivée d'un convoi d'Italiens, non juifs, des criminels, des droits communs. Alors là, je me souviens, la grande discussion c'était, est-ce qu'on mange le morceau de pain une fois ou on se les partage en plusieurs fois dans la journée. Mon père, qui m'a influencé beaucoup, j'étais toujours avec mon père là. Après, j'étais séparé. Disait en plusieurs fois, en 2 fois je crois, ou en 3 fois, je ne me souviens plus très bien. Donc on conservait un morceau. Mais on dormait sur ce morceau de pain, sur les vêtements, la tête dessus, mais avec la tête vers l'extérieur. Je me souviens, d'un coup, il y a un type qui s'est réveillé, tout le monde s'est fait voler. On nous a volés, tous. Mais il y a un type qui s'est réveillé juste à côté de mon père, je crois,
Et ils l'ont attrapé. Ils ont essayé de l'attraper. Donc ils ont réussi à lui piquer sa sacoche, ce qu'il y avait dedans. Et j'ai récupéré, je l'ai toujours, je n'ai pas pensé de vous le montrer, des ciseaux. Des ciseaux dont une des branches est cassée. Je les conservés. Je les ai conservés, ces ciseaux. C'est un souvenir, si vous voulez. Donc, ça devenait de plus en plus infernal, les gens mouraient comme des mouches. L'appel se faisait dehors avec les cadavres, parce qu'il fallait compter les cadavres aussi. Parce que les cadavres faisaient partie de... Puis après, ensuite, ils venaient avec des chariots, il y avait les types qui étaient désignés à ça pour transporter les cadavres. Mon père a réussi à ne pas se faire envoyer dans un commando, parce qu'on ne savait pas très bien où ça partait. Si vous voulez, mes deux oncles et un cousin qui se sont retrouvés dans ces camps, c'est les maris et les fils de celle qui a été tuée à l'entrée du camp, étaient là, ils étaient envoyés dans un commando, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et un autre oncle, qui était le mari de la troisième sœur, sa sœur et sa fille ont été déportés à la deuxième déportation, mais lui et son fils sont restés. Les maris étaient là et le fils, mon cousin, était là. Mon cousin a survécu, il était à Brunswald, dans la même baraque que moi à la fin. Il vit en Belgique maintenant, à Anvers. Il s'est marié, il a des enfants, enfin c'est... Il a tout effacé, il ne se souvient rien. Il ne veut pas se souvenir. Il est resté tout seul, il est plus jeune que moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? Donc, mon père a réussi à ne pas se faire envoyer en commando. Mais ils n'acceptaient pas qu'un enfant reste dans le bloc des adultes. Mon père, il disait, toute la guerre j'ai passé avec mon fils, je ne vais pas maintenant le séparer. Il n'y avait rien à faire, on nous a séparés. Et on m'a mis dans le bloc 66, qui était un des deux blocs d'enfants à Brunswald, où nous avions un petit régime de faveurs. Tiens, j'ai oublié de vous dire qu'avant de mettre... Après, on ne nous donnait plus à manger dans la baraque au milieu de la nuit, mais il fallait chercher sa ration au cinéma. Il y avait un cinéma, un ex-cinéma. Il ne marchait plus comme cinéma. Donc on allait chercher, ça faisait un but de promenade aussi. Donc on avait un petit régime de faveurs dans le bloc des enfants. Le petit régime de faveurs, c'est que les appels ne se faisaient pas à l'extérieur en hiver, on le faisait à l'intérieur. Et les juifs n'avaient pas droit au colis de la Croix-Rouge. Les autres prisonniers, faisaient une collecte, enfin ils donnaient une part, ça fait que nous, enfants juifs, nous ne recevions pas un colis entier pour un enfant, mais je ne me souviens plus combien, enfin peut-être 4 pour un colis, mais enfin, c'était quand même une amélioration de notre régime. Ce qui est appréciable. Et le fait de ne pas faire l'appel dehors, c'était aussi appréciable. On peut dire quand même c'est un acte de solidarité des non-juifs. Il faut le souligner. Maintenant, il faut quand même dire que la grande majorité de la population des Brunswald, c'était des prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques avaient l'administration en main. C'est eux qui dirigeaient et non pas les droits communs, comme dans la plupart des camps. C'était les prisonniers allemands, communistes, qui avaient l'administration en main. Alors comment est-ce que ça s'est dégradé pour vous? Ça s'est dégradé parce qu'on avait de plus en plus, on mettait tous les juifs dans les petits camps, et donc si vous voulez,
à la fin, il n'y avait plus de place dans les baraques qui étaient en bois. Ils ont construit, enfin, ils ont monté des tentes et ils mettaient les types sous tente. Et je me souviens des types d'Auschwitz qui sont arrivés, qu'on a mis sous tente en hiver. Ils étaient déjà arrivés dans un état pratiquement mourant. C'est devenu vraiment Auschwitz, Gross-Rosen, enfin c'était vraiment infernal. Et puis si vous voulez, on donnait le même morceau, le pain entier qui était au départ partagé, je vous ai dit 6, mais je ne sais pas exactement combien. Il fallait le partager en 12 ou quelque chose comme ça. Et puis il fallait voir, parce qu'il suffisait que ce soit un nombre, et il faisait peut-être exprès, un nombre impair. Parce que le problème, c'est qu'on faisait, vous savez, une balance. Et quand c'est un nombre pair, on peut faire l'égalité. Mais quand c'est un nombre impair, alors le type il s'est chamarré jusqu'à se battre, parce qu'il y avait un qui avait l'air d'être un peu plus grand que l'autre. Ben ouais, et quand on a faim, c'est la fin. Moi, j'ai vu aussi une scène de lynchage. Je pense qu'elle a juste raison, parce qu'il y avait 2 types qui avaient mangé le foie d'un autre. Ils se sont fait lyncher ils ont été mis dans la baraque et tout le monde donnait des coups. Ils ont été tués. Parce que l'anthropologie, c'est quand même quelque chose. Avant de vous parler de la libération de Buchenwald, ou la semaine qui a précédé, je voudrais vous raconter, en tant qu'enfant, on faisait pitié aux autres prisonniers. Et dans le camp, il y avait, je me souviens, 2 blocs, parce que j'ai été mendier dans ces 2 blocs, c'était l'aspect mendicité, parce qu'on faisait pitié. Il y avait 2 blocs où il y avait des prisonniers qui avaient un régime de faveur. D'une part, un bloc d'officiers soviétiques prisonniers de guerre, qui avaient un régime meilleur, donc ils pouvaient partager un peu, et des étudiants norvégiens qui étaient particulièrement gentils. Vraiment, ils partageaient. Malheureusement, c'était des otages. Il y avait, je ne sais pas exactement combien, toute une baraque de Norvégiens étudiants qui étaient là en tant qu'otages. Et puis un jour, on est arrivé là, il n'y avait plus personne. Ils ont été tous exterminés parce que la raison pourquoi ils ont été pris en otage, probablement les Norvégiens ou la résistance norvégienne n'a pas cédé, ils ont été tués. Donc c'était une source où nous avions un peu d'amélioration, avait disparu. Alors je reviens maintenant sur la dernière semaine qui a précédé la libération, où les nazis tenaient jusqu'au dernier moment d'avoir ces prisonniers dans leur emprise, je suppose parce qu'ils pensaient peut-être quand même ne pas perdre complètement, donc ils essayaient de sortir les prisonniers du camp. Une semaine avant, je ne sais pas exactement combien de prisonniers il y avait, mais enfin de l'ordre de 50 000, je crois, et nous avons été libérés de l'ordre de 20 000. Donc ils essayaient de sortir les prisonniers, et par instinct de conservation, je suppose, parce que les prisonniers ne savaient pas ce qu'on devenait après une fois qu'on est parti. Et ils avaient du mal, ils n'avaient pas de succès pour que les gens sortent. Donc ils ont essayé, ils nous ont arrêté de nous donner à manger en disant on vous donne un pain complet, ce qui était quelque chose pour un pain complet si vous acceptez de venir pour partir.
ni mon père, parce que j'arrivais quand même à voir mon père, bien qu'on était séparés, et séparés avec des barbelés, mais enfin, il suffisait de baratiner un petit peu le garde qui était un prisonnier, il laissait passer. Il disait, on reste. On reste, il n'y a pas de raison, on ne sait pas où on s'en va, on reste. Donc pendant une semaine, je peux dire, je me suis alimenté uniquement avec les quelques herbes qu'on pouvait trouver dans le camp. Et il n'y en avait pas beaucoup. Il se trouve que maintenant il y en a. C'est étonnant comme c'est vert maintenant. C'est étonnant. Je suis à tourner au mois de mai et c'est étonnant. Mais là, vraiment, pour trouver un bout d'herbe, il fallait vraiment... Alors le grand truc, c'était est-ce qu'on le mange cru ou bouilli? C'était pas bon ni l'un ni l'autre. Donc vous pouvez imaginer le jour de la libération dans quel état nous étions. Qu'est-ce que vous aviez fait durant ce temps-là dans le camp de Buchenwald? Rien. On discutait entre nous. De quoi? Ce qu'on fera après la libération. Alors, il y en avait qui étaient des sadiques parce qu'ils se faisaient des festins incroyables. C'est pas des choses à faire qu'on a faim, hein, et qu'on ne peut pas manger, qu'on n'a rien à manger. Ou toutes choses diverses, que sont devenues nos familles. Enfin, vous savez, il y en avait des choses de quoi parler. Quelles étaient la relation que vous aviez avec Avec mes camarades, camarades? Enfin, si vous voulez, c'était quand même un petit peu divisé selon les origines. Parce que là-dedans, on retrouvait tous les juifs d'Europe centrale. Il n'y avait pas forcément des gens de Pologne. En particulier, un prisonnier célèbre, c'était Elie Wiesel qui est dans mon bloc. De même que l'actuel grand rabbin ashkénaze d'Israël, qui était un des plus jeunes du bloc. Nous avions quand même les deux dirigeants qui étaient des adultes, qui étaient des gens très bien. Le commandant n'était pas juif, c'était un tchèque communiste, et son adjoint c'était un juif polonais communiste. Parce que, comme je disais, toute l'administration était entre les mains des communistes. Ils ont fait vraiment de très bon travail, sauf à la fin où ils voulaient entraîner tous les jeunes vers les pays, vers les communismes, bien sûr que ça n'a pas marché. Donc, pendant une semaine, c'était la recherche de l'herbe. Et puis le 11 avril 1945, il se trouve que c'est également mon anniversaire. C'est mon plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Il y a eu... Non, la veille, excusez-moi, les 10. Ils sont venus nous chercher. Les SS sont venus nous chercher. Mon père, les derniers jours, s'est caché dans ma baraque. Il a dit, on se cache sous la baraque. Donc, tous les deux, on s'est cachés sous la baraque. Il y avait quand même un petit trou, donc on s'est cachés. Et c'est peut-être ça qui nous a sauvés, dans une certaine mesure, la vie. Parce qu'ils ont pris des gens, ça partait, le bloc des enfants était en bas, vers l'extérieur du camp. La porte d'entrée qui existe toujours, c'est un des rares bâtiments qui est resté, et était en haut, devant il y a la place d'appel. Le temps que ça monte, donc à la fin il y a un SS qui est venu nous chercher un coup de pied dans le derrière et on nous a sortis. Donc on est parti, mais on était dans le dernier. Donc on a gagné du temps. On arrive sur la place d'appel, on se rapprochait donc de la porte de sortie, alerte. Donc les SS nous font asseoir, et puis les SS avaient très peur. Mais ils restaient dans le camp, parce que les SS savaient très bien que les bombardements, il y a eu un accident une fois. L'aviation alliée, je crois que c'était les Anglais, ont bombardé, il y a eu beaucoup de prisonniers de morts. Les bombardés, ils savaient très bien où était le camp, et les SS venaient dans le camp quand il y avait des alertes. Donc ils sont restés avec nous, et puis là, quand même, ça devenait beaucoup plus chaud parce que les avions américains faisaient du razmot sur la place.
Là, ils ont eu peur, ils sont partis. Ils sont partis. On était toujours restés. Ah non, pendant le temps que les SS étaient là, il y avait des gens qui venaient de nous donner, je me souviens, un médecin tchèque qui est venu nous donner une gousse d'ail. C'est formidable, une gousse d'ail. C'est formidable. Et ça vous fait remonter vraiment. Et puis, quand les SS se sont enfuis, alors tout le monde a reflué à l'intérieur, tous ceux qui étaient sur la place d'appel, et on s'est retrouvés dans le camp. Et le lendemain, donc c'est le 11 avril, je crois que c'était dans la matinée, mais je ne suis pas sûr à 100%. Alerte d'ennemi. C'était une alerte très particulière. Donc, les deux dirigeants dont je vous ai parlé nous font coucher dans la baraque. Et quand même, on est curieux, surtout quand on est jeune. On commence à regarder. On voyait des prisonniers. Non, un petit peu avant, on voyait déjà des chars américains, parce que le camp est sur une hauteur. On voyait des chars américains dans la vallée. Et une fois couché, moi je lève la tête, je vois, il y avait des prisonniers en armes. Et en fait, les camps s'est libérés avant que les Américains arrivent. Les Américains sont arrivés le lendemain. Parce qu'il semblerait que c'était l'armée de Patton. Ils avaient des objectifs stratégiques plus importants que le camp, bien que là, ils ont risqué de nous laisser faire tuer. Hein, parce qu'il y a eu des ordres de nous faire tuer. J'ai parlé, quand j'étais à Pointe-Noire, j'ai rencontré des anciens combattants de l'armée Patton, qui sont venus libérer, c'est un hasard, hein, qui sont venus des vieillards américains maintenant. Donc, on a vu des unités pratiquement militaires, des prisonniers qui commençaient à ramener des SS prisonniers. En fait, ça s'est libéré par l'intérieur, par l'organisation communiste internationale qui s'est libérée par lui-même. Les Américains n'étaient pas loin, mais ils ne sont pas venus. Ils sont venus le lendemain. Mon père avait vraiment la tête sur les épaules. Quand les Américains sont arrivés, le lendemain, ils ont cru bien faire. Ils nous ont donné trop à manger d'un coup. Il y a des gens qui sont morts. Parce qu'ils ont trop mangé d'un coup. Mais ils ne comprenaient pas la situation. Ils croyaient bien faire. Mon père a dit, lentement. Lentement, tu manges un petit peu. Plus tard, donc nous n'avons pas été malades. Ni lui ni moi. Mais il fallait voir ce que c'était. Les gens qui se sont jetés à manger là-dessus, il y en a qui sont morts, d'autres qui ont été très malades. Entre la baraque et les latrines, je pense que ça s'est passé la nuit, parce que le lendemain matin, on voyait tous les déchets. C'était une trace de déchets, les gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Nous sommes restés, alors on nous a, à un moment donné, comme nous étions polonais, citoyens polonais, les comités polonais dépendaient du gouvernement de Londres, qui est un gouvernement anticommuniste, et il faisait la propagande qu'on ne rentre pas en Pologne. Donc, nous sommes restés d'abord dans la baraque, ensuite on nous a transportés, en attendant que ça se passe, dans les anciens baraquements des SS. Et puis, mon père essayait de quand même rentrer en Pologne. Il disait, on va retrouver ma mère et ma sœur. C'était un peu fou, parce que nous sommes une des familles, je ne sais pas sur combien, qui a survécu en entier. Et il a réussi à se faire passer pour soviétique. Et nous sommes partis avec des soi-disant comme citoyens soviétiques qui rentraient en Union soviétique. Les soldats américains nous ont mis dans des camions, nous ont transportés dans la zone soviétique, à Khmelnytsk, qui s'appelait pendant quelques temps
Karl Marx Stade, et ils nous ont déposé comme des paquets, on regarde, entourés par la NKVD, c'est-à-dire ce qui s'est appelé après KGB. Et puis là, on rigolait plus. De nouveau dans des wagons à bestiaux. Parce que Staline a décrété que tous ceux qui ont vu l'Occident, ça ne va pas. Ou parce qu'ils ont été... C'est pas normal qu'ils ont survécu, c'est-à-dire qu'ils ont dû collaborer avec les Allemands. Et... Alors, quand même, on n'allait pas être déporté après tout ça, de nouveau en Sibérie. Mon père a réussi à sentir un juif parmi les officiers de NKVD. Il s'est adressé en yiddish au type et il lui a dit: nous ne sommes pas soviétiques, nous sommes polonais, des juifs polonais. Et il dit: pas de parti. Et on est parti. Alors avec nous, il y avait mon cousin qui est en Belgique, il y avait d'autres, il y a tout un groupe. On est parti et on a pendant 15 jours pérégriné à travers l'Allemagne, qui était un chaos complet. C'était uniquement sur des convois militaires soviétiques qui rentraient vers l'Est, donc vers la Pologne. On a failli se faire prendre aussi dans un camp d'Allemands, avec des réfugiés allemands. Puis finalement, on est retourné en Pologne et on a retrouvé ma mère et ma sœur qui nous attendaient, pas dans l'appartement, mais en face de notre appartement, parce que notre appartement était occupé par des Polonais. Et il ne fallait pas essayer de les récupérer, parce qu'il y a eu, une semaine avant, je crois, une famille qui a essayé de récupérer son appartement. Ils ont été, toute la famille, tuée, exterminée. Donc on est resté là, du mois de juin, je crois, en Demlin, à Igrena. Je ne me souviens plus exactement les dates, quand on est parti à Lodz. Parce que dans les petites villes, et même dans les grandes villes comme Varsovie, les Juifs n'étaient pas en sécurité. Il n'y a que Lodz où les Juifs se regroupaient et ils semblaient être en sécurité. Donc nous sommes allés à Lodz, où nous sommes restés 1 an, en gros. J'étais dans un lycée de rattrapage. Quand je suis sorti du Grenoble, je ne savais pas écrire, ni lire, ni écrire. J'avais tout oublié. Dans un lycée de rattrapage, parce qu'en Pologne, il y avait quand même beaucoup d'enfants qui ont pris de retard. Et donc j'ai été une année, on a plus ou moins fait un programme de 2 années. Et après les pogroms des Kielce, en 1946, au mois d'août 1946, nous sommes partis de Pologne. Et après avoir pérégriné à travers un petit peu toute cette partie d'Europe, Tchécoslovaquie, Allemagne, France, nous avons atterri en Belgique, à Bruxelles, où mon père avait un frère, son plus jeune frère, et on s'est là fixé pendant 3 années. Qu'est-ce que vous avez fait en Belgique? Alors en Belgique, j'étais au lycée, bien sûr. J'ai appris le français d'abord. Je ne connaissais pas un mot de français. Et puis j'étais au lycée. J'ai passé l'équivalent du bac. Et puis je suis venu à Paris, d'abord seul. Ensuite, ma famille Enfin, on savait très bien qu'on allait venir en France. Où j'ai fait mes études d'ingénieur. Et puis... je suis presque proche de ma retraite, et que je ne sais pas si je la prendrai à 65 ans, mais toute proche. Et j'ai fait toute une carrière d'ingénieur, et puis maintenant j'ai fini comme chef d'entreprise, qui ne m'appartient pas, mais je suis salarié, chef d'une entreprise, dans le domaine de l'électronique, informatique. J'ai fondé une famille, je me suis marié, j'ai un fils qui a 26 ans, qui travaille maintenant, qui a fait aussi des études. Comment est-ce que ça s'exprime aujourd'hui pour vous, cette histoire? Ça s'exprime, si vous voulez, je ne vis pas avec le passé. Parce que on ne pourrait rien faire si on vivait avec le passé. C'est pas pour ça que j'essaie de l'oublier. N'empêche que la vie vous fait oublier, le temps vous fait oublier.
Je sais qu'aujourd'hui, je ne me souviens plus de beaucoup de choses où j'avais des souvenirs beaucoup plus précis il y a 10 ans, par exemple. Ça revient un petit peu quand on parle, mais compte tenu que j'ai une vie professionnelle très active, on n'a pas le temps d'y penser. Peut-être quand je serai en retraite, j'y repenserai un peu plus. Mais ça, c'est... D'abord, ma famille est tout à fait au courant de ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas religieux. Ma femme est traditionnaliste, mon fils aussi. Pas vraiment religieux, mais traditionnaliste. Et ils savent très bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait sa bar mitzvah? Il a fait sa bar mitzvah. Moi, oui, bien sûr. Ma femme, ça n'aurait pas marché quand même. Et puis c'est quand même difficile de... Tant qu'il y aura des antisémites sur cette terre, c'est difficile de ne pas être juif. Moi, je n'ai pas fait la mitzvah parce que c'est dans le camp. Mais mon père a quand même symboliquement voulu me faire cette... il m'a donné un canif. Pour lui, devenir bar mitzvah, c'est devenir adulte. Le fait que j'avais un canif, c'était dans le camp, que je puisse avoir dans ma poche un canif, c'est que j'ai devenu adulte. Il m'a donné un canif. Oui. Donc c'est symbolique, c'est une bar mitzvah laïque, si on peut dire. Mais mon fils a fait la bar mitzvah, bien sûr. Il est très juif, il est beaucoup plus juif que moi. Hein. Plus pratiquant, vous voulez dire. Bon, il n'est pas... oui, oui. Et puis c'est un peu les prières, moi je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas aucune éducation religieuse. Ce qui est étonnant, c'est que moi qui ai vécu tout ça, quand je me trouve en face d'un non-juif, je ne me pose pas la question s'il est antisémite ou non. Je connais beaucoup de juifs, que dès qu'ils se retrouvent devant un non-juif, leur première préoccupation, c'est de savoir s'il est antisémite ou non. Moi, c'est quand quelqu'un se manifeste comme antisémite, à ce moment-là, je réagis. Mais je n'essaie pas de savoir s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux générations qui viennent par rapport à la Shoah? Vous savez, c'est difficile de faire des messages. D'autant plus que tout le monde fait ce type de message. Et bien sûr que le message, et c'est tout le monde qui fait ce message, de faire au maximum pour que ça ne se reproduise pas. Mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et pour moi, si vous voulez, une des solutions, c'était l'État d'Israël, bien sûr. C'est pas cette option que j'ai prise. Donc pour moi, mais c'est pas facile à vivre, c'est d'être le plus tolérant possible, de considérer qu'un homme, c'est un homme, quelle que soit sa race, sa couleur de peau, sa couleur des yeux, n'importe quoi. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, ne serait-ce parce que les autres sont pas tolérants. Donc vous réagissez aussi. C'est difficile, mais il faut tendre. Il faut tendre. Si vous voulez, moi qui ai une bonne partie de mon enfance, je n'ai pas vu en tant qu'enfant, je le souhaite à personne. Parce que je ne me souviens pas de mes jouets. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme autre message? C'est difficile. Et tout le monde dit les mêmes choses, je suppose. Donc si vous voulez, c'est... Je ne sais pas. On va peut-être regarder les photos et les documents. Oui. Est-ce que vous voulez bien présenter votre épouse? Bien sûr. S'il est là, c'est pour ça. Donc, mon épouse s'appelle Marlène Schulman maintenant, mais de naissance, elle s'appelle Agej. Elle est originaire de Tunisie, de Tunis exactement. Et puis, nous sommes mariés depuis 1967, ça fait 28 ans, c'est ça. Nous avons un fils qui a 26 ans,
malheureusement qui ne peut pas être là puisqu'il travaille. Est-ce que mon épouse peut dire quelques mots? Oui, même si j'ai échappé à toutes ces horreurs, je pense que le mot de la fin, c'est l'espoir. Nous entamons la nouvelle année dans quelques jours ou quelques heures, et puis il faut que tout se termine par happy end. Voilà. La photo de gauche que vous voyez là se trouve dans un livre en mémoire de la communauté juive d'Irena. Et la photo de gauche représente la place du marché de cette petite ville de 8000 habitants. Cette photo représente la famille du côté de mon père, où vous voyez d'une part mon grand-père paternel avec la barbe, et ses enfants de la deuxième femme, puisqu'il s'est remarié, sa première étant décédée. Vous avez donc, à partir de la gauche, debout, ma tante Brocha, ma tante Baila, mon oncle Abraham, et le grand-père après. Il y a mon père Wolf, qui est à droite, debout, et ma tante Myriam. De ces personnes, mon grand-père est mort bien sûr avant que je sois né, il n'y a que mon père et mon oncle Abraham qui ont survécu. Mon oncle Abraham parce qu'il était en Belgique. Vous avez une photo de mes parents, de ma sœur et de moi d'avant-guerre. Je devais avoir 5 ou 6 ans probablement, c'est-à-dire en 1936 ou 37. Moi que ce soit ma sœur, je peux aller voir? Non, allez-y, bon. Présentez. Vous voyez là une photo d'une branche qui a complètement disparu dans la Shoah. Vous avez ma tante Myriam Bober, elle était mariée avec Chaim Leibo Bober et leur fils Haskel. Vous voyez deux photos des groupes d'enfants dans le camp de travail de Demblin, probablement fin 42-43. Dans la première, on m'aperçoit, mais moi je me reconnais, pas forcément les autres. Dans la deuxième, on voit en blanc et à gauche ma petite cousine qui a été tuée par la grenade avec les enfants dans le camp de Częstochowa. Et mon cousin, on aperçoit aussi mon cousin qui a survécu, qui est en Belgique, qui est à gauche dans le coin, tête rasée. Cette photo est d'après la hier, en début 46 probablement. C'est un groupe de lycéens, tous juifs, à Lodz. Parmi ces groupes, il y avait une fille qui, pendant que nous étions en Pologne, se prétendait non juive, mais une fois qu'on est parti, elle-même est partie aussi, elle m'a écrit pour dire qu'elle était bien juive, mais on la soupçonnait. Cette photo a été prise à Lodz, dans la rue de Lodz, probablement en 1946. On y voit mon père, ma sœur et moi-même. C'est le certificat ou carte d'identité provisoire établi après la libération à Buchenwald par les autorités américaines et les comités polonais.
Cette photo représente ma famille. Elle est récente, probablement entre 90 et 95. Vous voyez donc mon fils, ma femme et moi-même.